Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à ce cours consacré à la rédaction des contrats. Alors ce cours s'ouvre, comme vous l'avez vu, sur une phrase de Balzac « Vivez tranquille sur la foi de ma parole, elle vaut mieux que les griffonnages de tous les notaires de Paris ». C'est une belle phrase d'abord. Si j'ai voulu la mettre comme introduction à ce cours, c'est pas seulement pour le plaisir d'avoir l'air cultivé, mais c'est aussi parce que c'est une vérité profonde. C'est une vérité profonde d'abord humainement. La confiance est un élément extrêmement important des relations humaines et les juristes ne doivent pas l'oublier. Mais c'est aussi, et c'est peut-être plus surprenant, une vérité profonde du point de vue juridique. Parce que cette phrase, toute bête, « Vivez tranquille sur la foi de ma parole », dans le fond, ce n'est que la transcription littéraire de l'article 1 du Code des obligations, d'un principe universel selon lequel un contrat, ce n'est jamais autre chose que l'accord entre deux parties. Et donc on n'a pas besoin pour faire un contrat de paperasse, on n'a pas besoin de textes sophistiqués, techniques, jargonesques. Il suffit que les deux parties expriment leur volonté et que cette volonté concorde pour que le contrat soit conclu et qu'il déploie tous ses effets, y compris les plus sévères des effets juridiques qu'un contrat peut déployer. Bon, cette manifestation de volonté, cette expression de la volonté des parties, elle peut prendre n'importe quelle forme. C'est-à-dire que vous pouvez lever la main dans une vente aux enchères et vous porter ainsi acquéreur d'un tableau de très grand prix. Vous pouvez cliquer sur une souris et, dans le cadre d'un site de vente en ligne, exprimer votre volonté et donc être lié par le contrat. Vous pouvez vous serrer la main, c'est largement valable du point de vue juridique, exactement aussi valable que n'importe quel contrat écrit qui aurait été préparé par un avocat ou par un notaire. Et puis, si vous êtes un peu pusillanime, si vous préférez vous entourer de précautions, vous pouvez aussi faire un contrat écrit. Mais ce n'est pas du tout une condition, sauf pour quelques contrats très particuliers, évidemment la vente immobilière, pardon. Vous devez avoir un acte notarié, et là il y a quelques règles particulières de forme pour cet acte notarié. Mais en soi, il n'y a aucune règle. Et donc, on peut faire finalement comme on veut. Ce qui fait qu'on peut se demander à quoi sert de s'intéresser à la rédaction des contrats, puisqu'on peut faire comme on veut. Bon, d'abord, la première remarque, c'est que faire comme on veut, ce n'est pas si facile. Voilà, la liberté, qu'il s'agisse de la liberté de la forme ou de la liberté du contenu, elle est toujours à la fois très exaltante, très excitante, tout de même un des plaisirs du droit privé que de pouvoir faire ce qu'on veut. Mais elle est dangereuse, elle est pleine de choses-trappes, on peut faire des erreurs, il peut y avoir des effets induits, insoupçonnés, à certaines expressions qui auraient été maladroites. Donc la liberté doit s'apprivoiser et l'idée de ce cours, c'est aussi de vous apprendre à apprivoiser cette liberté de la forme. Et puis la deuxième raison pour laquelle tout de même il est utile et intéressant d'examiner les règles de rédaction des contrats, c'est qu'il y a des usages en la matière. Et ce sont des usages internationaux, universels. Pourquoi? Bien parce que les contrats circulent, le monde est globalisé, les contrats circulent très rapidement et on reprend des modèles de contrats toujours un peu les mêmes, ce qui fait que petit à petit s'élaborent des usages très connus et encore une fois de nature universelle. Alors ces usages, ils sont pratiques, tout simplement. Deux exemples au hasard. Par exemple, il est d'usage de mettre la clause de règlement des litiges, droit applicable, détermination du fort, à la fin du contrat. Bon, si vous le mettez au début du contrat, ça n'aura aucun effet juridique. Les parties sont quand même d'accord, donc il n'y a aucun problème. Sauf que, évidemment, si vous lisez un contrat, l'une des premières questions que vous vous posez, c'est de savoir quel est le droit applicable et quel est le fort en cas de litige. Et donc, spontanément, vous allez tout de suite voir à la fin du contrat pour rechercher cette clause. Si elle se trouve au début, vous allez perdre un peu de temps à rechercher cette clause, là où elle ne devrait pas être normalement. Autre exemple très simple, très pragmatique, très terre-à-terre dans le fond. Il est d'usage dans les contrats internationaux, mais de plus en plus aussi dans les contrats nationaux, d'avoir une clause de définition avec la définition d'un certain nombre de termes. Et puis ensuite, chaque fois que ce terme revient dans le contrat, eh bien, il apparaît en étant capitalisé. Ça veut dire que tout simplement la première lettre de ce terme est en majuscule. Bon, il n'y a aucune règle légale là-dessus. Il n'y a aucun principe jurisprudentiel ou étatique qui indique que les termes doivent être définis et que lorsqu'ils sont définis, ils doivent être capitalisés. Ce sont des usages. Mais évidemment, c'est très pratique. Si, par exemple, dans le contrat, vous utilisez le terme de filiale, bon, il n'y a pas vraiment de définition légale de la notion de filiale, alors vous mettez ça dans la clause de définition, ce que vous entendez par filiale, et ensuite, chaque fois que vous utilisez le terme filiale, eh bien, vous mettez une majuscule. Alors,
Tout le monde sait que cela signifie que le terme est défini. Évidemment, si vous êtes le seul à ne pas le savoir, eh bien, vous n'êtes pas un très bon juriste, et c'est la raison pour laquelle, dans le fond, il est quand même nécessaire, si vous voulez être un juriste et si vous voulez fonctionner dans le domaine du droit, de connaître ces usages. Après tout, ces usages devenus universels, c'est un peu un langage commun des juristes, et on ne peut pas participer à la vie juridique si on ne connaît pas ce langage commun. Alors, il faut dire que l'un des plus importants de ces usages, un des plus manifestes, un des plus évidents, c'est que les contrats internationaux, mais parfois même aussi les contrats nationaux, ont tendance à être très nettement en anglais. Voilà, alors je suis professeur dans une université francophone, moi-même je ne suis pas de langue maternelle anglaise, donc très sincèrement, si le français avait pu être la langue des contrats internationaux, comme le français était la langue des diplomates au XIXe siècle, ça m'aurait arrangé, et je suppose que ça aurait arrangé pas mal de mes étudiants. Ce n'est pas le cas. Les contrats, aujourd'hui, se font en anglais. C'est vraiment la lingua franca du contrat que cette langue anglaise. Et donc, il faut se courber devant cette vérité, et cela aura des incidences sur la façon dont nous examinerons ces clauses contractuelles. La plupart des clauses que nous examinerons seront des clauses en anglais. Pas très compliqué à lire, ce sont des termes assez simples. Si vous parlez l'anglais, ça ne vous posera aucun problème. Si vous ne parlez pas l'anglais et que vous êtes juriste, je dirais, dans le fond, c'est quand même le moment de vous y mettre. Et puis, ce cours sera aussi une façon pour vous d'aborder une terminologie qui revient assez systématiquement dans ces clauses contractuelles et qui donc vous sera utile. Alors, bon, pour vous remonter le moral, je dis toujours à mes étudiants, d'accord, l'anglais, c'est pas très amusant, c'est dommage que ce soit pas le français, mais enfin, la génération suivante, ou peut-être dans une ou deux générations, ce sera le chinois. Donc finalement, nous ne sommes pas trop à plaindre avec l'anglais, c'est quand même une langue qui est encore relativement accessible pour nous. Et puis, mettez-vous à la place des étudiants japonais ou chinois qui, eux, doivent faire l'effort d'apprendre une langue qui leur est très étrangère, qui est l'anglais. Ils le font avec beaucoup de talent, et donc je pense que nous pouvons nous-mêmes faire l'effort d'accéder à cette langue anglaise. En tout cas, on le fera pendant ce cours, et un très grand nombre d'exemples de clauses seront des exemples en anglais. Je dirais même pour une raison pratique, qui est que c'est difficile parfois de trouver des exemples de clauses en français, tant l'anglais a envahi le domaine des clauses contractuelles. Bon, alors voilà le cadre général de ce cours. Nous allons examiner ces standards, nous allons examiner ces usages, nous allons les examiner parfois en français, souvent en anglais. L'idée derrière ce cours, c'est de vous permettre de faire un bon usage de la liberté contractuelle. C'est un des charmes, un des intérêts du droit privé, que de permettre aux juristes d'écrire les règles avant de les appliquer. C'est quand même beaucoup plus amusant que le droit public, il faut bien le dire. Le droit public, vous avez les règles qui viennent d'en haut et puis vous les appliquez comme vous pouvez. Le droit privé, la position du juriste est très différente. Il écrit la règle. Et puis ensuite, une fois qu'il l'a écrit, en espérant qu'il l'a bien écrit, il l'applique. Et donc, c'est beaucoup plus amusant, dans le fond, comme approche du droit, que cette possibilité d'écrire la règle avant de l'appliquer. Sachant toujours que cette règle que le juriste a écrite a des effets tout à fait forts et tout à fait importants pour les parties qui ont ratifié le contrat. C'est le principe pacta sunt servanda. Le contrat est obligatoire, avec toutes les conséquences que tous les juristes connaissent en termes de dommages-intérêts, en termes de demeure, en termes de moyens de droit disponibles pour les parties, si le contrat n'est pas exécuté comme il a été rédigé et comme il a été convenu par les parties. Donc ces contrats, ces clauses contractuelles, cette magnifique liberté qui est conférée aux juristes d'écrire eux-mêmes les contrats, eh bien c'est une petite bombe. C'est une petite bombe dont il faut savoir faire bon usage. Et c'est de ce bon usage de l'instrument qu'est la liberté contractuelle dont nous allons parler durant ce cours. L'idée étant que, comme c'est une petite bombe, eh bien, il faut que vous sachiez manier cette liberté avec suffisamment de précaution pour éviter que cette bombe ne vous explose dans les mains.